Bienvenue à Milligrammes par kilo, un balado qui parle de médicaments en pédiatrie. L'information contenue dans ce balado ne remplace pas le jugement professionnel. Il s'agit d'un survol de divers sujets pour les professionnels de la santé ou pour toute personne intéressée. Bonne écoute! Bonjour tout le monde, je m'appelle Émilie Roy-Saint-Pierre, je suis pharmacienne en pédiatrie générale et votre animatrice du podcast Milligrammes par kilo. Aujourd'hui, on va parler des allergies alimentaires et de l'immunothérapie avec notre invité, Dr Philippe Bégin. Je vais te laisser te présenter. Allô Émilie, moi c'est Philippe Bégin, je suis allergologue au CHUM et à Sainte-Justine, je suis professeur à l'Université de Montréal. Mon dada, c'est vraiment les allergies alimentaires puis tout ce qui a trait avec la désensibilisation notamment. OK. Bien, c'est super gentil d'être avec moi aujourd'hui. Ça va être super intéressant, je pense, pour nos auditeurs là, d'explorer ce sujet-là. Pour mettre la table là, sur les allergies alimentaires, est-ce que tu pourrais nous décrire c'est quoi une réaction allergique alimentaire en fait, avec un peu c'est quoi le mécanisme là, sous-jacent dans le corps? Quand on parle d'allergies alimentaires, on fait vraiment référence à des réactions alimentaires qui sont causées par le système immunitaire. C'est un peu la différence entre une intolérance et puis une allergie. Dans l'allergie, on a développé notamment des anticorps, des globules blancs contre l'aliment. L'allergie typique, quand on parle d'allergie, d'habitude, on fait référence à l'allergie IgE-médiée, causée par les anticorps IgE. Donc, ce qui va se passer, c'est que, typiquement, les enfants avec beaucoup d'eczéma vont sensibiliser à un allergène dans l'environnement. On pense que ce qui se passe, c'est que la peau eczémateuse est une porte d'entrée pour les allergènes dans l'environnement. Puis le corps, quand il voit quelque chose se promener en dessous de la peau, il se dit c'est probablement un dangereux parasite. Donc, il va se mettre à fabriquer les anticorps IgE. Donc, les anticorps IgE, la façon qu'ils fonctionnent, contrairement aux IgG, qui sont les anticorps, disons, classiques, ils ne vont pas directement aller détruire les bactéries ou les parasites. Ils vont venir s'attacher, vont venir armer les mastocytes dans le corps, qui sont comme des mines antipersonnelles. Partout où le parasite va venir toucher, ça dégranule, ça libère l'histamine. Donc, sur la peau, ça va piquer. Dans les intestins, ça va déclencher la diarrhée. Donc, quand ça pique, on gratte. C'est vraiment l'histamine qui fait... C'est l'histamine qui fait le symptôme principal. Okay. Puis, comme c'est déjà préparé dans le mastocyte, c'est libéré instantanément au moment où ça vient toucher. Donc, c'est ça, la peau, ça pique, les intestins, ça va déclencher des vomissements, de la diarrhée. Dans les poumons, ça fait fermer les bronches, ça déclenche la toux. Donc, c'est tous des réflexes d'expulsion d'envahisseurs parce que les parasites sont trop gros pour être phagocytés. Le problème, c'est lorsque le corps fait une erreur puis il se met à fabriquer des IgE contre des allergènes pas dangereux, comme des pollens, le chat. Donc, je respire, partout ça va venir toucher, les yeux, le nez, je vais éternuer, les bronches, ça va fermer. Et dans le cas des aliments, la particularité, c'est qu'on va manger l'allergène. Donc, comme on le mange, ça va piquer dans la bouche, peut-être nous donner mal au ventre, mal au cœur, mais là, on va le digérer, il va passer en circulation sanguine. Et là, potentiellement se distribuer partout dans le corps, donc potentiellement activer tous les mastocytes du corps simultanément. Donc ça serait la définition, disons, physiopathologique d'une anaphylaxie. C'est une réaction à un allergène qui est passé en circulation sanguine. OK, je comprends bien. Puis, c'est quoi les aliments qui sont les plus allergènes, justement? Celui dont on parle le plus souvent, évidemment, c'est les arachides avec les noix. En fait, chez les tout-petits, le lait et les œufs sont plus fréquents, mais c'est des allergies qui ont tendance à rentrer dans l'ordre spontanément dans 80% des cas. Mais c'est des vraies allergies de type anaphylactique aussi. Donc, chez les adultes, on va plus avoir les arachides, les noix, les fruits de mer, les poissons, alors que chez les enfants, on va retrouver les mêmes que chez les adultes, mais en plus le lait puis les œufs. Qu'est-ce qui explique qu'un enfant serait allergique aux œufs en bas âge, mais le serait plus tard? C'est quoi que ça fait? Oui, on ne connaît pas très bien le mécanisme. Pourquoi est-ce que les arachides ont tendance à rester? C'est possiblement parce que dans certains allergènes, comme les arachides, il y a des protéines dans l'aliment lui-même qui lui donne une gueule plus méchante. On dit qu'ils sont plus immunogéniques, donc ça va bâtir une plus grosse réponse immunitaire, une plus grosse réponse mémoire. Donc, c'est quelque chose qui va s'effacer moins bien, moins spontanément. Mais on ne sait pas vraiment. On ne sait pas bien. OK, c'est bon. Puis, là, tu viens de me décrire un peu c'est quoi une réaction IgE-médiée. Est-ce qu'il y en a des réactions non IgE-médiées, mais qui pourraient avoir l'air cliniquement à peu près de la même chose? Les réactions non IgE-médiées, c'est les réactions qui sont causées par les globules blancs. Donc, par là, on entend l'entérocolite allergique
au lait de vache, notamment, qui est la plus fréquente. Donc, ça va donner des diarrhées, parfois des saignements dans les selles des patients. Des fois, ça peut être difficile de faire la part des choses parce que ça va être assez violent, puis ça va être principalement de la diarrhée ou des vomissements. Fait que, ça pourrait être une réaction IgE médiée. D'habitude, ça va se préciser au fur et à mesure que le temps passe. OK, c'est bon, parfait. Merci. Puis est-ce qu'il y a d'autres diagnostics différentiels que vous explorez en clinique quand il y a quelqu'un qui fait une Ben, réaction? c'est sûr que du côté pédiatrique, d'habitude, c'est assez straightforward. OK. La réaction est claire parce que quand tu cherches une allergie, tu ne cherches pas midi à 14 heures, là, c'est assez facile. La réaction, tu ne vas pas la faire une journée après. D'habitude, ça va être en dedans d'une demi-heure à gros max 2 heures après avoir mangé l'aliment. Donc, c'est assez circonscrit dans le temps. Les symptômes sont assez classiques aussi, on les connaît. Fait que si le patient te parle de mal de tête, ben là, on y croit un petit peu Je moins. comprends. Il y a certains aliments, par contre, qui vont avoir des effets dégranulateurs, donc vont activer spontanément les mastocytes. Fait que chez les enfants, c'est surtout ça qui donne les faux positifs. Fait que les gens qui vont réagir aux fraises, aux tomates, aux ananas, c'est rare que ce soit des vraies allergies. Ah La ouais? peau est sensible, fait que OK. ça va plaquer beaucoup. Le kiwi est embêtant, lui, parce qu'il peut faire les deux. Ça peut être de la vraie allergie au kiwi, mais ça peut aussi être juste de la dégranulation non spécifique aussi. OK. Chez les adultes, là, c'est moins évident. Dans ma clinique, du côté adulte, il y a peut-être 30% des gens qui, finalement, c'est vraiment une allergie alimentaire, quand ça vient me voir. 30%, c'est du côlon irritable. Il y a un 30% que ça va être de l'urticaire chronique, l'urticaire spontané. Puis le 10% qui reste, c'est tout le reste des intolérances quelconques, des fois des troubles somatoformes. OK, super. C'est super intéressant. Puis là, au diagnostic, là, si on peut dire quelques mots sur ça, comment tu l'établis? Là, on vient de le dire, justement, l'histoire est assez straightforward. Oui, l'histoire est vraiment centrale. Centrale, Il faut ouais. vraiment que tu ailles chercher une histoire, puis ton histoire te convainc. Parce que les tests, en fait, ça sert juste à confirmer OK. une suspicion diagnostique. Fait qu'on Fait serait que pas obligé de les faire. Ben, on les fait pour confirmer notre OK. diagnostic, mais juste un test tout seul ne permet pas de conclure. C'est plus dans ce sens-là. Parce que le test, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va juste prouver que les anticorps d'allergie sont là. Fait que soit en les dosant dans le sang, ça, c'est le dosage d'IgE spécifique aux différents aliments, ou en faisant le test cutané, donc le test par scarification, donc on dépose une goutte de l'allergène sur la peau, on gratte la peau. Qu'est-ce qui va se passer? L'allergène va pénétrer, rencontrer le mastocyte, puis nous créer une petite réaction locale, donc une petite papule au bout de 15 minutes. Ça, c'est les mastocytes qui dégranulent. Mais c'est sûr que c'est pas très physiologique. Si je fais un test, j'inonde le mastocyte de son allergène, alors que quand je mange l'aliment, ben, il y a juste une petite portion qui va passer en circulation sanguine puis qui va être diluée dans l'ensemble de mon corps. Fait que c'est pas parce que j'ai un test positif que nécessairement je vais réagir si j'en mange. Donc, c'est un test qui a une très bonne sensibilité, mais une piètre spécificité. Je comprends D'où bien. l'important vraiment, on va juste le faire pour confirmer des allergies et pas à l'aveugle pour faire un On dépistage. va parce commencer qu'on va- avec plein de faux Exactement. positifs. OK, c'est bon. Excellent. Puis là, sans plus attendre, je pense qu'on pourrait parler des traitements, puis on pourrait diviser ça en traitement aigu de la réaction allergique, puis traitement de maintien là, pour les gens qui vivent avec des vraies allergies. Donc, en situation d'urgence, on utilise le fameux épinéphrine, l'adrénaline. Est-ce que tu veux nous en parler un peu? Comment ça fonctionne? Oui, fait qu'en fait, épinéphrine, adrénaline, c'est un synonyme. Là. Moi, ça m'a pris 1 an à l'université de m'en rendre compte. Là. Ça a été une révélation dans le cours de physio quand j'ai réalisé que c'était la même chose. Fait que l'adrénaline, en fait, on sait ce que ça fait. Ça ouvre les bronches, ça Ouais. augmente la pression. Ça fait l'inverse de l'anaphylaxie. Fait que c'est super, c'est le traitement de choix pour traiter une anaphylaxie. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a des récepteurs bêta-adrénergiques sur les mastocytes. Ça, je savais pas. Donc, ça vient désactiver les OK. mastocytes. Donc, c'est pas juste de traiter les symptômes, c'est que ça casse la réaction si c'est donné assez vite. Donc, imaginons un patient qui vient de manger quelque chose, il commence à réagir à distance, donc dans son corps. Il sait qu'il y a une anaphylaxie, il sait que l'allergène est en circulation sanguine. Il doit se donner immédiatement son épinéphrine. Parce que c'est sûr que les mastocytes qui ont déjà réagi, on ne peut pas rentrer l'histamine dedans. Mais il y a tous les autres qui n'ont pas encore réagi qu'on pourrait bloquer dès maintenant. Si j'attends plus qu'une demi-heure, je perds cette chance-là de casser la réaction. Et puis, c'est là qu'on va avoir des patients qui vont faire des réactions plutôt réfractaires, qui vont durer plus longtemps, qu'on va donner une adrénaline, il va falloir répéter aux demi-heures, des fois les mettre sous drip d'adrénaline à l'urgence, parce qu'ils ont attendu de se donner le traitement. Donc, vraiment, on a mis beaucoup l'accent là-dessus, mais quand même, les gens ne le faisaient pas. Puis en rétrospective, on s'est dit, peut-être que notre message n'est pas bon autour de l'adrénaline parce que les gens ne se la donnaient pas
parce qu'on leur demandait pourquoi tu t'es pas donné l'adrénaline. Ils disaient, ben, parce que je n'étais pas assez sévère pour aller à l'urgence. Donc, depuis 1 an et demi, on a changé notre discours autour de l'adrénaline pour dire, en fait, c'est vraiment pas à cause de l'adrénaline qu'on va à l'urgence. L'adrénaline intramusculaire est aucunement dangereuse. Quand on met un patient sous scope, c'est pour l'adrénaline intraveineuse. Mais quand c'est absorbé progressivement via une injection intramusculaire, finalement, c'est comparable à présenter devant la classe en secondaire 4. Fait que tu vas avoir un petit peu le shake, tu vas avoir la voix qui tremblote, le cœur qui débat, puis Puis j'imagine qu'il y a aussi que la personne se dit « Hey, ça ne me tente pas de me donner une injection puis de devoir aller à l'urgence. » C'est ça le gros problème, parce que le monde, ils disent « Je vais attendre que ce soit assez sévère pour aller à l'urgence. » Et comme de fait, ils n'ont pas tort, parce que 80% du temps, les réactions d'anaphylexie, les gens, ça se tasse, ça rentre dans l'ordre sans rien faire. Mais il reste le 20% où est-ce que c'est pas le cas. Fait qu'on veut pas que les gens attendent. Fait que maintenant, j'ai beaucoup d'adultes à qui j'ai dit « Tu peux donner l'épinéphrine pour aller à l'urgence. » Ça a changé ma vie, parce que je commence à réagir. Ben maintenant, l'épipène, je m'adonne pour m'empêcher d'avoir besoin d'aller à l'urgence. Fait que je suis motivé à la donner. Tu peux s'auto-gérer avec quelqu'un. Ben, avec quelqu'un est très important. Oui. Ça, c'est l'autre règle. Fait que tu fais pas ça tout seul parce que si ça prend le mauvais bord, il faut que quelqu'un puisse t'aider. Donc, les petites règles autour de se donner l'adrénaline et ne pas aller à l'urgence, là, d'abord, ça en prend un deuxième au cas où tu en aurais encore besoin dans 15-20 minutes. On peut répéter aux 5 minutes une adrénaline. Ça prend quelqu'un qui sait, fait qu'il faut le dire à quelqu'un qu'on réagit. Pas aller t'injecter tout seul dans ton coin. Oui, exactement. Puis il faut que la réaction ne nous inquiète pas. Si on est inquiet, bien évidemment, on va consulter à l'urgence. C'est bon. Du côté pédiatrique, les parents, d'habitude, ils ont moins grande tolérance à l'incertitude, au risque. Ils vont avoir plus tendance à donner puis aller à l'urgence. Mais du côté adulte, les gens ont tendance à repousser beaucoup l'administration de... Fait que là, j'entends que dans les facteurs de risque de progression de la réaction, c'est vraiment le délai d'administration. C'est le plus important. Est-ce qu'il y en a d'autres? Quand on regarde les décès, en fait, la plupart du monde, c'est des gens qui ne savaient même pas qu'ils étaient allergiques. Fait qu'il n'y avait pas d'épinéphrine. Puis, dans ceux qui savaient qu'ils étaient allergiques, plus que la moitié n'avaient pas leur épinéphrine avec eux. Puis, dans ceux qui l'avaient, la moitié ne l'ont pas utilisé. Fait que, finalement, il y a juste 10% qui se sont donné l'adrénaline dans tous ceux qui sont décédés. Fait que ne pas avoir l'adrénaline, c'est un gros facteur de risque. Et puis, dans le temps, on disait les adolescents... les adultes, mais j'ai l'impression que c'était très associé au délai d'utilisation d'épinéphrine. L'autre facteur de risque, c'est l'asthme. Parce qu'en fait, on parle toujours du choc anaphylactique. Il y a juste 10% des patients décédés d'anaphylaxie alimentaire qui ont eu un choc, que les pressions ont vraiment chuté. Ce qui tue la plupart des gens, c'est l'asphyxie, c'est la crise d'asthme. Donc, si tu as déjà un asthme mal contrôlé, tu rajoutes en plus l'arachide qui arrive via la circulation sanguine, ben là, les bronches vont se fermer et ils ne voudront pas répondre. Donc, c'est vraiment un patient qui contrôle bien son asthme, puis qui a son épipène avec lui, puis que ça donne rapidement, c'est pratiquement impossible de mourir. Là. OK, je comprends bien. C'est super intéressant puis important ce que tu viens de soulever. Parfait. Sinon, là, on parle beaucoup de l'épinéphrine. Dans les allées de la pharmacie, j'entends des fois « je vais acheter du diphénhydramine, qui est un antihistaminique de première génération. » Puis là, il y a les autres antihistaminiques aussi sur les tablettes. Est-ce que tu pourrais un peu nous diriger là, avec pourquoi il ne faut pas les utiliser? Les antihistaminiques de première génération sont vieux, ils ont toujours été là. Ils ont un très bon marketing. Fait que c'est le réflexe que tout le monde a d'aller vers ça en pensant que c'est plus fort que les deuxièmes générations. En fait, ils ne sont pas plus forts, ils ont juste plus d'effets secondaires. Comme c'est un knockout, on pense que c'est plus fort, mais non, pas du tout. Quand on regarde dans les études à quel point ça supprime les tests d'allergie, même la cétirizine est un peu meilleure. Le problème avec les premières générations, c'est que la somnolence que ça donne, d'abord, ça a un impact sur les gens. Si tu conduis aux États-Unis avec la diphénhydramine, c'est considéré un DUI, là, c'est un dossier criminel. Les enfants en moyenne qui prennent ça de façon régulière vont voir leur note scolaire baisser de 6% en moyenne. Fait que c'est majeur comme impact. Puis les gens me disent « Ah oui, mais moi, c'est correct, je le prends pour m'aider à dormir le soir pour empêcher que ça pique. » Mais le problème, c'est que c'est comme prendre une benzodiazépine. Ça t'empêche d'aller dans les phases réparatrices du sommeil, donc tu te réveilles encore plus scrap que tu étais la veille au soir quand tu t'es couché. Donc, il n'y a vraiment aucun avantage d'aller vers les premières générations, à part si on voulait le donner intraveineux, parce qu'on n'a pas de formulation intraveineuse pour les deuxièmes générations. Mais à part de ça, honnêtement, ça ne devrait même pas être vendu sur les tablettes. Ça devrait être derrière le comptoir. Est-ce que ça serait justifié, sur les boîtes là, de diphénhydramine, il y a une petite abeille. Est-ce que ça serait justifié de l'utiliser pour une piqûre de guêpe dehors?
dans la forêt, par Ben, exemple? pas du tout, Pas en du fait, tout. parce Bon. que ce qui va sauver quelqu'un, c'est l'adrénaline. Donc, aucunement l'antihistaminique. Les antihistaminiques, qu'ils soient première ou deuxième génération, vont prendre 2 heures à faire leur plein effet. Donc, c'est pas ça qui va sauver C'est ça des le vies. problème. C'est vraiment symptomatique. On le donne pour la peau. C'est sûr qu'il n'y a pas de raison de ne pas le donner, là, parce que c'est pas dangereux. Puis, 2 heures plus tard, ça pique encore, ben, tu es content de l'avoir pris. Mais, outre ça, et puis le risque, en fait, c'est juste de par le fait que ça existe, puis que des fois, c'est dans les plans d'intervention. Ben, les gens, c'est comme une porte de sortie pour ne pas donner l'adrénaline parce qu'ils ont peur de faire l'injection. Fait que ça, il faut faire attention aussi, là. C'est ce que je t'en ai donné parce que j'ai peur de donner l'adrénaline. L'adrénaline n'est pas dangereuse, je devrais juste la donner. C'est Point. ça, il n'y a pas de contre-indication absolue. Non, il n'y Parfait. a aucune condensation absolue. Des fois, le monde dit, oui, mais là, si mon patient, il a des problèmes cardiaques, ça pourrait être dangereux. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'histamine, au niveau coronarien, ça vient vasoconstricter. Donc, en fait, le traitement, si le patient a des DRS sur son anaphylexie, le traitement, c'est l'adrénaline Ouais. aussi. OK, donc on met de côté toutes les autres antihistaminiques et on y va avec l'adrénaline. Merci. Donc, pour les traitements de maintien, là, je pense de façon de base, à l'évitement des aliments au long cours. Est-ce que ça, c'est une bonne méthode? Ben, oui, c'est une bonne méthode parce que pour faire la réaction, faut être en contact avec. Et puis, souvent, tu sais, on a beaucoup poussé l'idée que l'allergie, c'était grave parce que c'était très méconnu, disons, il y a 30 ans. Puis le message qui passait, c'est toute trace peut tuer quelqu'un. Mais en fait, oui, il y a quelqu'un qui peut mourir des traces, mais la majorité des patients peuvent pas réagir même sur les traces, puis encore moins mourir des traces. Fait que tout le monde a un seuil de réactivité qui est différent. Donc, c'est vraiment à voir avec son médecin. Puis des fois, on va faire des provocations pour voir où ton seuil de Fait que réactivité. là, tu vas comme augmenter graduellement, puis là, tu vas savoir, OK, c'est à partir de tant de milligrammes que toi, tu réagis. Ou des fois, on va faire juste en une dose. Ben, je vais donner, disons, 30 mg ou 100 mg de l'allergène. Puis si ça passe, à 25 peanuts, tu vas sûrement réagir, mais au moins, je sais que c'est un petit accident. Tu n'as pas à t'en faire. Fait que juste ça change tout parce que selon le niveau d'évitement que tu es obligé de faire, ben, tes limitations vont être plus ou moins importantes. Puis est-ce que vous testez aussi, mettons, un œuf cru? Ben, personne ne mange un œuf cru, mais tu sais, un œuf cuit ou un œuf dans les muffins. En mayonnaise. Oui, c'est ça, en mayonnaise, par exemple. Un œuf dans une mayonnaise versus un œuf dans un gâteau. Est-ce que vous testez ça aussi? Oui, parce qu'en fait, le lait, les œufs, il y a différents allergènes dedans. Il y en a qui sont thermolabiles, puis d'autres qui sont thermorésistants. Donc, il y en a qui vont persister dans les formes cuites ou non. Fait qu'on peut le tester dans le sang à quel allergène que tu es le plus allergique, mais ultimement, ben, il va falloir qu'on l'essaie pour voir. Donc, souvent, on va y aller par étapes. On va commencer par, d'abord, est-ce que tu es capable de tolérer les formes cuites? Puis si tu es capable, ben, mange-en, ça, tu t'exposes. La règle, en général, c'est tout ce que tu tolères, tu continues à t'exposer parce que le corps, ce qu'il voit via le tube digestif, ça l'aide à développer la tolérance. Donc, on ne veut pas éviter quelque chose pour rien. Parfait. Puis, dans le fond, ça me fait juste penser, est-ce qu'on peut se désensibiliser? Tu sais, les bébés en jeune âge, là, est-ce que ça se pourrait? Fait que, oui, qu'on ne serait pas obligé d'éviter justement les aliments pour le restant de nos jours? Maintenant, dans le fond, les recommandations, c'est en prévention primaire, donc avant même d'être allergique, c'est d'introduire le plus tôt possible les allergènes. Alors qu'avant, c'était le contraire. On disait repousser, passer la période critique, mais c'était une erreur, ça. Parce que les gens se sensibilisaient via la peau, via l'eczéma, puis ils perdaient la chance d'induire une tolérance par la bouche. Donc maintenant, au contraire, on dit le plus tôt possible, quand l'enfant est capable de manger des solides. Il ne faut pas virer fou avec ça. Ce pas tous les enfants qui peuvent manger des solides à 4 mois. Là. Mais quand ton enfant est prêt, ben, tu introduis un à un les allergènes. La clé, par contre, c'est qu'il ne faut pas arrêter. Si on s'expose, on essaie de continuer quelquefois à toutes les semaines pour au moins 6 mois, idéalement 1 an, juste pour bâtir cette tolérance-là dans le temps. Si jamais ton patient réagit puis qui vient te voir, puis dit, ben j'ai essayé ça, mais j'ai eu des plaques autour de la bouche. Des plaques autour de la bouche, c'est pas une grosse réaction. On est loin du patient sévèrement anaphylactique qui réagit sur les traces. La pratique avant, c'était de dire au patient, arrête de le manger complètement l'allergène. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On donne libre cours à l'allergie pour qu'elle s'amplifie puis qu'elle devienne sévère. Maintenant, notre pratique est plus, on perd pas de temps. On dit au patient, ben là, tu as réagi à temps, ben, donne-en 10 fois moins. Ça peut être aussi peu que 0,1 millilitre de lait, par exemple, puis donne-le à tous les jours. On ne lui fait pas nécessairement augmenter les doses. L'allergologue pourra faire ça quand il le voit. Mais le problème, c'est que ça va te prendre des années avant de voir l'allergologue. Fait que, au moins, pendant ces 3 années-là, en attendant de voir l'allergologue, tu n'as pas perdu la chance d'induire une tolérance. Parce qu'on sait que plus tu attends, puis plus tes IgE vont monter dans ton sang, plus tes chances de guérir l'allergie avec une désensibilisation baissent. Tu vas toujours pouvoir désensibiliser quelqu'un, mais
induire une rémission, se débarrasser de l'allergie complètement, ça, on voit vraiment ça chez les tout-petits seulement. Puis là, ce que tu décris justement, donner 0,8 est-ce que c'est comme c'est une forme d'immunothérapie orale? C'est une forme d'immunothérapie orale. Maison. Des fois, ils disent very low dose. OK. Fait qu'il y a des études qui ont étudié ça en disant que c'est du sublingual. Mais si on met 1 millilitre de liquide en dessous de la langue d'un enfant d'1 an, on s'entend que c'est avalé. Il faut que tu es sublingual ou oral, ça devient un détail sémantique rendu là. Mais l'idée, c'est vraiment le message, c'est que tu n'as pas besoin d'explorer des grandes doses pour induire la tolérance. Juste les petites doses, des petites doses qui font réagir presque personne. Tu n'augmentes même pas, tu fais juste rester là. C'est assez pour mettre ton pied dans la porte et ne pas perdre l'opportunité d'induire la tolérance. Fait que quand tu vas voir l'allergologue, peut-être que l'allergologue va faire les tests, c'est tout négatif. Fait que c'est tigidou. Puis le monde va dire, mais peut-être qu'on l'a fait pour rien, tu n'es peut-être pas vraiment allergique au départ. Peut-être pas, mais pour le 20% qui ne sont pas, 80%. Fait que même si tu as un NNT finalement qui était 2, le monde le ferait pareil, ça vaut la peine. OK, intéressant. Puis le NNT, justement, c'est le number needed to treat. Fait que c'est le nombre de personnes qu'il faut traiter pour avoir le bénéfice pour au moins une personne. Parfait. Donc, j'aimerais ça t'emmener un peu plus vers l'immunothérapie. On en a parlé un petit peu. C'est quoi exactement l'immunothérapie? Fait que l'immunothérapie, en fait, c'est chez le patient qui a vraiment une allergie avérée. L'idée, c'est qu'on va rééduquer son système immunitaire pour induire une tolérance à l'allergène. Fait que ça fait au-dessus de 100 ans qu'on le fait pour les allergies respiratoires, les guêpes aussi. Puis classiquement, c'était des injections de l'allergène. Ils ont essayé dans les années 95 de faire ça pour les arachides, puis il y a eu des décès parce qu'il y a eu des erreurs de dose, en fait, à la pharmacie de recherche. Mais si tu injectes des arachides chez quelqu'un de très allergique, c'est très, très dangereux. À partir de ce moment-là, la FDA a dit on ne veut plus d'injectables pour les aliments, mais les gens ont plutôt pris un virage vers la désensibilisation orale. Donc, c'est des aliments, on peut juste l'administrer aux patients. C'est là que les études ont commencé. Fait que ça fait au-dessus de 25 ans là, qu'on a de la littérature qui s'accumule pour ça. Puis là, on a vraiment beaucoup de littérature. C'est rendu le standard là, maintenant de pratique. Fait que le principe, c'est qu'on va commencer à une petite dose en dessous de ce qui fait réagir le patient. Et comme je disais tantôt, tout le monde est différent. Fait qu'il y a des gens qui vont falloir descendre extrêmement bas parce qu'eux autres, ils sont effectivement anaphylactiques aux traces. Il y a des gens qu'on va pouvoir commencer un peu plus haut. Un quart de peanut. Un quart de peanut, par exemple, exactement. Mais l'idée, c'est que le patient va le manger à tous les jours. Et ça, ce que ça va faire, c'est que ça va désarmer les mastocytes parce que lorsque le mastocyte vient en contact avec son allergène, ça consomme l'IgE à sa surface. Donc, si je le donne à tous les jours, je deviens un petit peu moins allergique en désarmant. Donc, quand je vais revoir le patient, peut-être 1 ou 2 mois plus tard, on va augmenter la dose ensemble à la clinique. Puis si la nouvelle dose passe, il va partir avec ça à la maison. Ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on atteigne notre cible, qui va être différente selon les objectifs. Si c'est le lait, d'habitude, tu veux être capable d'introduire le lait dans ta diète. Tu veux pouvoir manger de la pizza, de la poutine sans restriction. Tu peux manger un bol de céréales. Un bol de céréales. D'habitude, le goût du lait, ils trouvent pas mal tout ça absolument répugnant. Fait que je pense qu'on est brainwashé à aimer le lait. Là. C'est ceux qui n'en boivent pas, ils nous disent de façon unanime que c'est pas bon. Mais tous les produits dérivés du lait, par contre, ça, c'est super limitant pour eux. Alors que les arachides, les noix, c'est souvent moins un objectif. On veut plus être protégé. Si je vais en voyage, si j'embrasse quelqu'un sur la bouche, ça casse un petit peu le mou de ton premier baiser. En passant, je ne veux pas assumer rien, mais peux-tu manger des arachides parce que, tu sais, ça se plug mal. C'est un bon objectif de ne plus être stressé, de mourir un peu partout dans le monde. C'est vraiment ça l'impact sur la qualité de vie d'une désensibilisation parce que les risques de mourir, comme je disais tantôt, si tu fais minimalement bien ça, sont extrêmement faibles. Puis si tu fais la désensibilisation, tu vas avoir des réactions à ta dose probablement. Fait que tu vas avoir plus de réactions en le faisant qu'en le faisant pas. Mais ce que l'on dit, c'est le gain de qualité de vie. Qui est majeur pour ces limitations-là. Puis par l'apprentissage, le fait de contrôler, je prends ma dose, puis quand je réagis, j'apprends à connaître le genre de réaction que je fais. Parce que ça, c'est un truc qui est fascinant. Tous les gens font des réactions un peu différentes, mais un patient lui-même, si on fait plusieurs provocations à distance ou qu'il y a plusieurs accidents, typiquement, va faire la même réaction. Donc, il y a quelque chose de physiologique ou dans la réaction immunitaire qui est propre à cette personne-là. Donc, les gens finissent par se connaître et développer une expertise qui leur est propre, là, vraiment une expertise patient. Fait que ils peuvent un peu prédire quel bord ça va prendre quand ils ont une réaction. Fait que ça, le patient qui n'a jamais mangé son aliment parce qu'il s'est fait dire quand il avait 2 ans qu'il est allergique puis il n'a pas retouché, il n'a pas cette connaissance-là. Alors que le patient qui a fait beaucoup de réactions accidentelles, finalement, il est souvent plus à l'aise avec son allergie. La désensibilisation, ça peut être un moyen de se rendre là. Fait que même les patients qui finalement arrêtent leur désensibilisation, souvent nous disent ce que j'ai appris, ce que j'ai retiré de ça, en fait, même si je ne prends plus l'allergène, ça leur a valu la peine. Ah, c'est clair. Puis je trouve ça fascinant que, tu sais, ici, c'est comme les aliments, c'est un peu notre médicament.
Puis ça me fait penser dans l'épisode d'épilepsie partie 2, on parlait de la diète cétogène ou que c'était justement aussi les aliments qui sont comme un médicament. Fait que je trouve ça vraiment fascinant ce que tu expliques. Là, il nous reste environ 6 minutes. Donc, j'aimerais t'emmener, avant de terminer, sur l'omalizumab, un anticorps monoclonal anti-IgE. Donc, est-ce que tu veux nous en parler un peu? C'est pour qui? C'est quoi les indications? Avec le omalizumab, en fait, ça fait très longtemps qu'on l'a sur le marché pour les allergies respiratoires, en fait pour l'asthme, pour l'urticaire, puis plus récemment pour les polypes nasaux, mais il n'y a pas d'indication en allergie alimentaire. OK. Aux États-Unis, il n'est pas distribué par la même compagnie qu'au Canada. Ils ont fait l'étude pour l'allergie alimentaire, puis on le savait déjà, on avait déjà des études qui montraient que ça monte en moyenne de 100 fois ton seuil de tolérance Oh mon à ton Dieu. allergène. Parce que les IgE, qu'ils soient contre tes allergènes respiratoires ou un allergène alimentaire, c'est tous des IgE. Ils vont tous être bloqués, puis tu vas te trouver à désarmer tes mastocytes. Donc, eux, ils ont fait l'étude formelle, ils ont demandé à la FDA, et là, depuis février dernier, il y a l'indication officielle aux États-Unis pour le omalizumab en allergie alimentaire. Ici, c'est une autre compagnie qui le distribue, et puis il y a ils ont un autre produit qui va venir sur le marché pour l'allergie alimentaire, en tout cas qui est à l'étude. Il y a un biosimilaire qui arrive de Corée, et puis parce que eux autres, leur brevet est arrivé à échéance, donc ils n'ont aucune motivation à aller chercher l'indication à Santé Canada. Et les seules personnes qui peuvent demander une indication, c'est le manufacturier du produit. Donc, même si nous, on voulait demander à Santé Canada, bien, pouvez-vous l'approuver, s'il vous plaît? Ils vont dire non, ça coûte 380 000, il faut que ça soit soumis par la compagnie. Donc, on l'aura vraisemblablement jamais, l'indication au Canada. Cela dit, Santé Canada ne nous dit pas qu'est-ce qu'on doit faire. Ils font juste approuver des médicaments, mais après ça, on peut utiliser des médicaments hors indication. Dans le cas de l'omalizumab, c'est sûr que c'est très dispendieux. C'est un biologique, donc c'est entre 30 et Ça sonne 60 000 cher. par année. Oui, c'est Ouais. pas donné. Puis même avec un biosimilaire, ça va rester cher parce que les biologiques, c'est cher. Tout à fait. Fait que l'idée, c'est que oui, tu pourrais prendre ça à vie pour bloquer tes allergies, fait que tu serais très heureux, mais ce ne sera pas nécessairement rentable. L'approche qu'on va plutôt préconiser, c'est que si un patient est mis sous omalizumab, que ce soit pour son allergie alimentaire ou une autre raison, on va en profiter pour faire une désensibilisation qui va être beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide. Fait que si éventuellement j'arrête mon omalizumab, ben là, j'ai le bénéfice de la désensibilisation qui, lui, va persister dans le temps. Parce que la désensibilisation, même chez les adultes, on désensibilise les cellules d'allergie, mais un autre bénéfice, c'est qu'on va se mettre à générer des anticorps protecteurs qui persistent dans le temps. On les appelle les IgG4, puis on peut les doser dans le sang. Fait que si je suis sous omalizumab, ben, je vais vouloir manger l'aliment régulièrement pour amener mon corps à fabriquer ces anticorps protecteurs-là. Ce qui fait que quand j'arrête mon omalizumab, puis si j'arrête de manger l'aliment, mais au moins j'ai ces anticorps protecteurs-là C'est qui super. restent en circulation, puis qui neutralisent l'aliment si jamais il passe en circulation. Donc, ça va persister pour des années, là. Des années, mais est-ce que ça pourrait revenir? Ben, on a peu de recul Oui, c'est vrai. là-dessus. Quand on fait de la désensibilisation respiratoire, on sait qu'après 18 ans, quand on compare les groupes, il y a un effet qui persiste OK. encore. Mais on a aussi des patients qui reviennent après 15 ans, après 20 ans. J'étais suivi par un allergologue avant, mais là, il a pris sa retraite. Puis là, je viens de voir parce que j'ai fait la désensibilisation quand j'étais plus jeune. Ça a super bien fonctionné. Mais là, depuis 1 ou 2 ans, mes symptômes au pollen sont revenus, fait qu'on s'en fait une autre ronde, qui sont OK. bons pour un autre 20 ans. Peut-être que ça va ressembler à ça pour l'allergie alimentaire aussi, là. C'est super intéressant. Donc, c'est peu probable, effectivement, d'être utilisé au Canada et au Québec, en fait. Ben, pour cette Pour cette indication-là, indication. à vie, juste pour ça, Mm. effectivement, c'est peu Surtout probable. que c'est des injections subcutanées 2 à 4 semaines, là, ça revient Ben, souvent. ça revient souvent. C'est sûr C'est que cher. si c'était que de ça, les patients le prendraient, par exemple, parce que ça répond clairement à un Ah besoin. oui. Il y a une demande, puis c'est pas pour rien qu'aux États-Unis, ils font. Je veux dire, il y a des gens qui sont prêts à payer pour ça, puis les assurances sont prêts à payer pour, parce que l'impact sur la qualité de vie de l'allergie alimentaire est souvent très élevé. C'est bon. En terminant, j'aurais une petite question pour toi, Philippe. Si par exemple, j'ai un enfant avec une allergie alimentaire, est-ce que moi, comme parent, il faudrait que je l'évite aussi? Tu sais, que je me prive de cet aliment-là. Ben, c'est une bonne question. L'idée, c'est que si le patient est en éviction, les petites traces dans l'environnement ne vont pas nécessairement être assez pour déclencher des réactions, mais ça peut contribuer à la sensibilisation. Fait que OK. ce qui se mange dans la maison, idéalement, j'aimerais ça que l'enfant le mange aussi par la bouche. Donc, dans un monde idéal, en fait, on introduirait, disons qu'on parle des arachides, on introduirait 0,1 millilitre de sirop d'arachide pour que l'enfant s'expose à ça. Là, j'aurais aucun problème à ce que les parents continuent à manger de l'arachide dans l'environnement. Mais si l'enfant est en éviction complète des arachides, du moment que quelqu'un mange des arachides, on va trouver des protéines d'arachide
dans la poussière de la maison si on fait des ouais. tests. Et la quantité de poussière d'arachide qu'on va trouver dans la maison corrèle directement avec la quantité d'arachide qui se mange et corrèle directement avec le risque que le bébé développe une allergie aux arachides. Donc, cette poussière d'arachide-là peut pénétrer la peau eczémateuse du bébé puis stimuler encore plus l'allergie. Donc, c'est vraiment ce contact indirect-là. Donc, si on mange l'allergène, c'est pas la fin du monde non plus, mais on veut vraiment faire attention de bien se nettoyer les mains, bien nettoyer l'espace pour pas contaminer la peau du bébé indirectement pour éviter ce risque théorique là, d'amplification de l'allergie. Super. Bon, ben, merci beaucoup, Philippe. Je pense que je peux résumer cet épisode-là avec le mot épinéphrine. Oui, c'est plus important. Ouais. Donc, les réactions alimentaires, là, comme on a parlé tantôt, c'était des réactions anormales du système immunitaire qui sont contrôlées par les IgE. Donc, on retient l'épinéphrine, donc l'adrénaline comme médicament d'urgence de premier choix. Et le traitement au long cours, on a plusieurs options. On a notamment la désensibilisation orale, donc l'immunothérapie orale. On continue, je pense qu'il y a des efforts qui se poursuivent côté recherche là, pour les allergies alimentaires. Absolument, c'est un monde en constant changement. En constant changement, oui. Donc, merci beaucoup de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez apprécié. Donc, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, d'aller nous suivre sur Instagram et Facebook, sinon d'aller laisser une petite note sur les plateformes d'écoute. Merci!